Donc, bonjour à tous, je m'appelle François Lurnez. Donc, j'ai eu la chance d'accompagner Amine à Maghreb Style, ponctuellement, sur la période 2015, début 2016. Mais surtout, je connais Amine depuis 6 ans, parce que j'interviens assez au Maroc, à l'OCP, l'Office chérifien des phosphates, qui est un très grand groupe industriel marocain, le plus grand groupe, 4% du PIB. Et j'ai pu l'accompagner dans des transformations culturelles au sein de cette entreprise. Et quand il a quitté l'OCP pour rejoindre le challenge de Maghreb Style, m'a appelé pour accompagner ses équipes. Ce que je veux parler aujourd'hui, c'est de l'engagement des équipes. Alors l'engagement est un thème très fort, mais je veux vous le faire vivre. Pour vous le faire vivre, puisque c'était le thème de l'atelier, c'était qu'est-ce que c'est que l'innovation managériale pour la performance. J'ai un premier cas à vous présenter. Je vous propose de vous mettre en binôme, de parler à votre voisin de droite, de gauche, si vous êtes tout seul, de vous rapprocher d'un autre voisin, de vous mettre en trinôme si vous êtes 3, et de vous poser ces 3 questions-là dans un sens et dans l'autre. Première question, qui vous aide, votre identité, les activités principales que vous faites, ça c'est rapide. La deuxième, c'est partager un succès que vous avez eu, mais aller dans les détails de ce succès. En quoi c'était un succès? Qu'est-ce qui s'est passé pour que ce soit un succès? Que ce soit un succès professionnel, personnel, d'équipe, individuel. Partagez-le et donnez des détails. Et enfin, pourquoi vous êtes là aujourd'hui? Que vous n'ayez pas des attentes, mais une envie d'action pour cette soirée, pour cette conférence. À vous. 1 minute 30 dans un sens, 1 minute 30 dans l'autre. Alors, comment c'était? Qu'est-ce que vous avez découvert sur votre voisin? Qu'est-ce que vous avez partagé? Est-ce qu'il y avait quelque chose de particulier sur votre voisin ou votre voisine? Est-ce que vous avez appris quelque chose? Qu'est-ce qui a fait que vous avez appris quelque chose? Quelle est la question qui vous a le plus marqué? Le succès. D'aller dans un succès, d'aller dans les détails, tout à fait. Et je vais vous montrer une vidéo pour expliquer ça. C'est la vidéo d'un conférencier américain, Simon Sinek, que beaucoup de gens ont déjà vu. 30 millions de vues, un des top TED, puisqu'on parlait de TED, Amine l'avait sollicité, et beaucoup de comités de direction partagent cette vidéo. Ce qui est important, c'est pas forcément de la partager, c'est de la vivre. Voyons une courte séquence de cette vidéo. How do you explain when things don't go as we assume? Or better, how do you explain when others are able to achieve things that seem to defy all of the assumptions? All the great and inspiring leaders and organizations in the world, whether it's Apple or Martin Luther King or the Wright brothers, they all think, act, and communicate the exact same way, and it's the complete opposite to everyone else. Why, how, what? Every single person, every single organization on the planet knows what they do, 100%. Some know how they do it, whether you call it your differentiating value proposition or your proprietary process or your USP. But very, very few people or organizations know why they do what they do. And by why, I don't mean to make a profit. That's a result. It's always a result. By why, I mean what's your purpose? What's your cause? What's your belief? Why does your organization exist? Why do you get out of bed in the morning? Here's how Apple actually communicates. Everything we do, we believe in challenging the status quo. We believe in thinking differently. The way we challenge the status quo is by making our products beautifully designed, simple to use, and user-friendly. We just happen to make great computers. Want to buy one? La conférence dure 20 minutes et je vous invite vraiment à la regarder puisqu'il donne des exemples très concrets. Donc beaucoup de gens ont vu cette vidéo. Ce qui compte, c'est de l'appliquer le plus souvent dans la journée. Quand vous faites des réunions, quand vous challengez les collaborateurs, pourquoi vous le faites? On a vu l'exemple de Maghreb Style, c'était inspirant, le challenge qu'il y avait, non pas pour eux, mais même pour le Maroc, et bien au-delà du Maroc, pour inspirer tout le Maghreb dans cette démarche-là. Qu'est-ce qui va faire que dans chaque organisation, le manager va pouvoir accompagner ses collaborateurs à aller vers cette raison d'être, ce pourquoi inspirant qu'ils dépassent? Et il y a un exemple avec cette image que l'on connaît en France, ce conte du promeneur qui se promène au Moyen-Âge, qui rencontre une première personne qui taille une pierre, il lui demande « Qu'est-ce que vous faites ?»« Ben, vous voyez bien, je taille une pierre. » Et la personne a l'air fatiguée, tout ça. Le promeneur continue et voit une deuxième personne qui a l'air un peu plus légère, qui est en train aussi de tailler une pierre. Il lui demande « Mais qu'est-ce que vous faites, monsieur ?»« Je construis un mur. » Enfin, il continue son chemin et voit une troisième personne qui a l'air enjouée de travailler. Il fait le même travail. Il est en train de tailler sa pierre, il lui pose la question « Qu'est-ce que vous faites ?»« Je construis une cathédrale. » Donc le sens que l'on met dans l'activité, la capacité de chaque collaborateur, chaque membre à trouver le sens au quotidien, va donner une énergie différente. Et ce sens, quand vous lisez le livre de Simon Sinek, il ne part pas du mental.
Il ne part pas de notre néocortex, qui nous sert bien à fonctionner, mais il part du système limbique. C'est un pourquoi émotionnel qui va nous toucher quelque part aux tripes. Donc je me propose de vous partager 3 axes, 3 pistes d'approfondissement qui seront libres à vous d'approfondir par la suite. La première, celle qui vient de l'étude d'Harvard, qui a été faite dans les années 70-80, où ils ont étudié pendant 20 ans les étudiants d'Harvard en leur demandant tiens, est-ce que tu réussis ta vie ou pas? Et en fait, ils ont détecté qu'il y avait 3% des élèves qui réussissaient leur vie. Et ces élèves, quand ils arrivaient à Harvard, et c'est pas n'importe quelle école, Harvard, ils savaient exactement ce qu'ils voulaient faire dans leur vie, avaient un projet professionnel. Pour ceux qui, comme moi, ont connu Daniel Gouris à l'école centrale, c'était « Quel est ton projet professionnel ?» C'est ça. Les étudiants qui savent ça, comme aux États-Unis on note la réussite avec la finance, ils ont constaté que 20 ans après, ils gagnaient 10 fois plus d'argent en moyenne que les autres. Donc quelles sont vos valeurs? Quelles sont votre vision? Quelle est votre unicité? Qu'est-ce que vous voulez vivre? Ça, c'est le premier axe d'inspiration. Il y a un deuxième axe de transformation, ça va être d'apprendre à connaître, comme on a vu que la plupart des projets, et la plupart des grands projets aussi ont du mal à tenir leur délai. Nous avons des bons exemples avec le Player de Fallonville, hein, ça double plus que le temps, le coût est plus que doublé aussi. Pourquoi? Parce qu'il y a des difficultés relationnelles, parce qu'il y a des enjeux de pouvoir dans les différentes équipes. Donc il va falloir transformer la qualité relationnelle, mais aussi voir la qualité émotionnelle de ce travail. Enfin, le dernier axe, c'est un axe d'engagement physiologique. L'engagement, c'est le corps qui agit. Ce n'est pas le collaborateur qui va vous dire, lorsque vous lui posez la question, est-ce que vous allez le faire? Oh ben oui, je vais le faire avec la tête. Mais c'est le corps qui va engager. Vous sentez quand la personne vous dit qu'il va le faire, que vraiment il va le faire et qu'il va y mettre toute son énergie. Ce sont ces 3 axes-là, managériaux, qui vont vous apporter de la performance managériale en termes d'activité, mais aussi vous permettre de transformer votre organisation. Cette image à droite que je vais vous détailler après. Premier axe, celui de l'inspiration. Tout d'abord, la psychologie positive mérite vraiment le détour. La psychologie positive est née en 1998 avec Martin Seligman, qui est un psychologue américain qui a constaté que dans les articles de psychologie, il y avait 17 fois plus d'articles négatifs que positifs. Donc on étudie les pathologies. On construit un guide sur les pathologies, mais on n'étudie pas le succès, la manière dont les grands leaders, dont les personnes qui réussissent, sont heureuses dans leur vie, finalement réussissent. Et aujourd'hui, un acteur qui est aussi un conférencier, Sean Acor, qui a fait une conférence TED qui est passionnante sur le bonheur, il indique que finalement, on a été programmé pour être heureux quand on réussit. Grosso modo, vous mettez des indicateurs, vous dites « je serai heureux quand j'aurai un travail, je serai heureux quand j'aurai mon salaire, quand j'aurai ma prime ». En fait, si vous faites ça, vous vous plantez. Parce que si vous faites renverser la chose, comme l'a dit Simon Sinek, si au contraire vous vous mettez dans un état de bonheur, si vous arrivez à activer dans la journée cette situation-là, il y a beaucoup plus de chances que vous réussissiez. Parce que l'énergie que vous allez mettre va être très différente. Et il a même mesuré que la productivité augmente de 30%. Ceci, c'est le premier axe. Le deuxième axe, c'est Daniel Pink, qui est aussi un auteur passionnant, conférencier, qui parle de ce qu'il appelle la motivation intrinsèque. C'est-à-dire la motivation qui part de l'intérieur. Donc c'est quelque part même plus une motivation, c'est une inspiration. Je l'ai représenté dans le schéma qui est là. À l'extérieur, du côté gauche, vous avez le bâton et la carotte pour motiver quelqu'un. Tu vas être viré si ça ne va pas, ou alors tiens, tu vas avoir une prime, tout ce qui est méritocratie. Mais de l'autre côté, il y a aussi la peur. Tous ces gens qui vont la peur au ventre au travail, sachant qu'on a 15% de gens dans la population active qui sont proches du burn-out, donc la peur est vraiment présente. La peur de perdre son travail, la peur de ne pas être connu, la peur d'être jugé. Mais aussi, il y a la finalité. Et ceux qui vont réussir à activer cette finalité, à l'exemple qu'Amine a très bien indiqué à Maghreb Steel, quelque chose qui nous dépasse, si vous conduisez votre équipe dedans, vous allez avoir une énergie beaucoup plus forte. Et la seule motivation qui marche, dit Daniel Pink, à moins que vous fassiez un travail à la chaîne type Charlie Chaplin dans les temps modernes, la seule motivation qui marche, plus qu'une fois, c'est la motivation intrinsèque vers la finalité, vers le pourquoi. Enfin, pour revenir au pourquoi, j'ai étudié, j'ai eu la chance de travailler chez General Electric pendant 9 ans, dans la période de Jack Welch, de faire toute leur formation en leadership, de voir comment ça marche ou pas. J'ai compris que quel que soit le modèle de leadership, ce qui marche, ce n'est pas que vous preniez un modèle de leadership, c'est que vous trouviez votre propre voie au leadership, que vous trouviez votre système de valeurs à vous qui vous parle. Quand vous êtes dans votre système de valeurs, votre perception change. Il n'y a pas 2 personnes qui ont le même système de valeurs. Par contre, si vous arrivez à trouver des valeurs communes que vous partagez vraiment, pas des valeurs affichées sur un mur ou affichées sur un site internet qui ne sont pas incarnées et vécues au quotidien, si vous imprégnez vos processus, vos décisions de ces valeurs, là, vous avez des équipes extraordinaires. C'est le premier axe que je vous propose d'approfondir, l'inspiration, que nous avons bien pratiqué au niveau de Maghreb Steel.
Le deuxième axe, c'est celui de l'intelligence émotionnelle. Daniel Goleman, qui a été le révélateur, on va dire, mais pas le créateur de cette intelligence émotionnelle, l'a vraiment décomposée. Et il nous a fait découvrir que 60% à 65% de notre performance n'est pas liée à notre métier, à notre expertise, à notre intelligence intellectuelle, ce qui est un prérequis. Parce que celle-ci, elle ne peut pas grandir. On a un QI, on est avec, on ne peut quasiment pas le faire évoluer. Par contre, notre intelligence émotionnelle, que je vais vous détailler ici, elle peut grandir. Elle peut se nourrir. Ces compétences-là se développent. Elles ont été détaillées. Il y a des outils, des pratiques qui permettent de le vivre et de l'accentuer au quotidien. Qu'est-ce qu'on décrit? Le premier, c'est au niveau émotionnel, intrapersonnel, à l'intérieur de moi-même. La conscience de moi-même. J'apprends à me gérer moi-même. Puis après, il y a apprendre à ressentir ce qui se passe chez l'autre, dans la relation. C'est la dimension relationnelle. Pareil avec l'empathie, la perception, puis ensuite la gestion des autres. Et enfin, il y a tout notre QI, notre métier, notre expérience. Dans ces axes-là, ce qu'a découvert Daniel Goleman, c'est que si vous ne travaillez pas sur la conscience de vous-même, c'est-à-dire la manière dont vous percevez vos forces, vos talents, vos émotions, vos valeurs, dont vous gérez votre vision à vous-même, vous ne pouvez pas la gérer, évidemment. Si vous ne savez pas que vous êtes en colère, vous ne pouvez pas gérer votre colère. Mais de même, vous ne pouvez pas la percevoir chez les autres. Et vous ne pouvez pas la gérer chez les autres. En d'autres termes, 99% de notre capacité managériale est d'abord basée dans notre conscience de nous-mêmes. Notre capacité à savoir être conscient de ce qui se passe à l'intérieur de nous-mêmes. Ça, c'est le levier qui est très peu, finalement, exploité aujourd'hui dans les formations de management qui nous donnent des outils de leadership et de management externe, comme si on conduisait une réunion, on conduit un entretien. Mais finalement, si on ne travaille pas sur la manière dont on le perçoit et dont on le vit à l'intérieur, ça n'ira pas loin. Certes, il y a des gens qui ont pu le développer par la force des choses, sur le tas, comme on dit, mais cette dimension-là se travaille. Et cet axe d'intelligence émotionnelle, je vous invite vraiment, comme nous l'avons vécu encore une fois avec le comité de direction et les directeurs et leurs équipes à Maghreb Steel, le développer en équipe. Le troisième axe que je vous propose, c'est celui de l'engagement physiologique, c'est celui qui me plaît le plus. Quand vous regardez notre physiologie, nous avons 3 centres nerveux. Nous avons un centre cortical dans notre cerveau, nous avons un centre dans le cœur et nous avons aussi quelque part un centre dans notre ventre. Et on dit quelquefois que le système digestif a même plus d'importance, quand nous avons faim, nous en rendons compte en tout cas, que notre système cortical. D'ailleurs, les décisions sont très basées ici. Mais si nous regardons aussi à l'intérieur de notre système limbique, qu'est-ce qui se passe? Nous avons un subconscient qui fonctionne en mode automatique. C'est notre système neurovégétatif qui en fait contrôle tout notre fonctionnement organique. Heureusement, nous ne pensons pas à respirer, à faire battre notre cœur. Tout cela fonctionne de manière automatique. De même que nous avons appris à conduire, qu'au début nous avons dû mettre de la conscience, au bout d'un moment nous conduisons sans nous en rendre compte. Nous sommes capables de conduire à un endroit, ah tiens, j'ai oublié, j'ai conduit en mode automatique. Et bien les séquences de réussite sont aussi des modes automatiques. Et tout ça, ça se passe dans notre subconscient, qui se situe au-dessus du bulbe rachidien du cervelet, dans notre zone limbique, vers l'amygdale, vers le thalamus. Et cela, quand on a des potentialités positives, va nous conduire à réussir et à renforcer cette dynamique positive. Et en termes physiologiques, notre mental, notre volonté, elle est connectée à ce subconscient qu'à 5% de connexion physiologique. Donc on a beau vouloir arrêter de manger du chocolat, si on est convaincu, notre corps est convaincu que le chocolat c'est bon, eh ben on va finir par manger le chocolat. Mais ça va pour tout, ça va dans nos qualités relationnelles, ça va dans nos habitudes comportementales, dans des situations qui pourraient nous mettre en colère ou pas. Et finalement, ce travail-là de reprogrammer, on va dire, vers le positif, vers des séquences qui marchent, d'ailleurs que la psychologie positive détaille dans de nombreux livres, se fait. Ça se fait en individu, ça se fait en collectif, c'est ce qu'on appelle changer les habitudes managériales et comportementales, mais ça part d'une démarche physiologique, de comprendre ce mécanisme, de comprendre que ce n'est pas le mental finalement qui décide, c'est nos habitudes, la perception qu'on va en avoir. Et je vous propose justement pour le vivre un petit exercice. Avec d'abord une vidéo.
Le désengagement est, selon l'étude Gallup, qui est citée d'ailleurs par Isaac Getz dans Entreprises libérées, donc beaucoup de gens, j'imagine, ici ont lu, est le coût le plus important dans l'entreprise. Le fait que les gens ne se sentent pas forcément motivés, mais ce n'est pas une motivation externe, comme on l'a vu, ça vient de l'intérieur, ne se sentent pas reliés à l'organisation, ne mettent pas toute leur énergie dedans. Et 10% aujourd'hui, selon les dernières études Gallup, qui datent quand même de 2012-2013, on est à 13-14% dans le monde de taux d'engagement actif. Mais quand vous lisez la description de quelqu'un qui est engagé, c'est quelqu'un qui est passionné dans son travail. Quelqu'un qui travaille non pas une quantité, mais qui met une énergie dans l'action qu'il met, qui est différente, qui engage finalement tout le corps. Plus 10% d'engagement de salariés engagés dans l'entreprise, plus 25% de productivité. C'est énorme. Si vous arrivez à trouver le moyen d'engager vos collaborateurs, vos salariés, une dynamique d'équipe, vous allez avoir une productivité qui va naturellement augmenter. Et pour le vivre, je vous invite, je me suis amusé à faire un parallèle finalement dans tout ce qui est émotionnel, tout ce qui est relationnel, leadership, avec tout ce qui est qualité, amélioration continue, lean. Parce que finalement, pour moi, c'est exactement la même chose. Et je vous ai montré ici un exemple avec le PDCA, le Plan Do Check Act de Edward Deming, qui est la référence en qualité, de voir que de mettre en place un plan d'action, vous pouvez le mettre en place à l'extérieur, avec ou sans énergie, avec ou sans conviction, et pas du tout avoir le même résultat. Et je vais vous inviter à faire un partage avec votre voisin sur ce thème-là. Parce que si vous mettez en place un plan d'action sans y croire, l'action, quand vous allez la mettre dans le doux, bah finalement, vous allez la faire sans vraiment y mettre le cœur, sans vraiment y mettre le corps. Bah finalement, les résultats, bah, ils ne vont pas être là. Et qu'est-ce qui va se passer? Bah, vous allez constater, bah, finalement, je le savais bien, ça n'allait pas marcher. Et vous allez renforcer la croyance, le fait que ça ne va pas le faire. Et ça va être un cercle vicieux. A contrario, si vous faites l'opposé, si vous arrivez à travailler à ce moment-là au niveau du subconscient, au niveau de la perception, au niveau d'oser croire que c'est possible de redresser une situation difficile, voire même impossible, si vous arrivez à fédérer suffisamment d'énergie, suffisamment de personnes dans cette dynamique-là, l'action que vous allez mettre en place va être différente. Les résultats vont être différents. Et vous allez acter, et vous allez le faire de manière différente. Je vous invite à trouver une situation, vous avez parlé de succès tout à l'heure, peut-être le même, peut-être un autre, où vous avez vraiment cru que c'était possible, et progressivement vous avez développé une expertise, une réussite à partir de cette énergie-là. À vous, je vous laisse 1 minute 30. Ah oui, on est dans de l'engagement. Prenez conscience de la manière dont ça se passait dans votre corps à ce moment-là. Qu'est-ce que vous ressentiez? Qu'est-ce qui a fait que ça a marché pour vous? Comment ça a pris chez les autres personnes? On fait tout ça pas pour soi. On fait tout ça pour quelque chose qui nous dépasse. Et je vous invite, puisqu'on est sur l'innovation managériale et organisationnelle, à découvrir le livre de Frédéric Laloux, pour ceux qui ne l'ont pas fait. La version illustrée est sortie, qui montre combien les organisations évoluent et suivent le rythme des civilisations. Je n'ai pas le temps de le détailler ici, mais regardez le schéma, vous voyez qu'il y a d'abord du rouge, c'est du clanique, c'est le soleil et les planètes, c'est moi qui décide, tu es avec moi ou tu es contre moi, ce qu'on retrouve dans nos systèmes politiques aujourd'hui. Ensuite, il y a la couleur ambre ou jaune, qui est celle de la hiérarchie, qu'on retrouve beaucoup dans l'administration publique, qui a permis quand même de définir l'organigramme, de stratifier, de processer les choses. Et c'est indispensable d'être passé par là. C'est l'arrivée de l'agriculture qui nécessite de planifier. Ensuite, on est passé dans la mécanique orange. La plupart de nos entreprises sont orange. La compétitivité, la méritocratie, le fait de se fixer des objectifs, la responsabilité. C'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Si on veut impulser une énergie qui relibère l'engagement des gens, il faut penser au stade vert, voire même plus loin opale, qui est le teal en anglais, le bleu, qui va développer ces dimensions que Philippe, qui va intervenir tout à l'heure, va pouvoir détailler dans son entreprise, où il le fait vivre chez Acorus, d'auto-organisation, de self-management, mais aussi de plénitude, où les gens vont s'exprimer, pas seulement dans leur identité professionnelle, masculine de réussite, mais aussi entièrement comme ils sont, comme vous vous êtes présentés. Progressivement, sur vos succès, vous commencez à dévoiler une partie de vous-même qui est différente, et aussi une raison d'être révolutionnaire, un pourquoi fort, inspirant qui vous dépasse. Il est possible d'avoir des entreprises comme ça, oui, elles sont très rares. Par contre, il est possible dans toute organisation d'avoir ces différentes couleurs, parce que ça va dépendre du niveau de conscience du leader.
Le niveau de conscience du leader qui est opale va pouvoir conduire son équipe en dessous de lui à aller vers cette dimension-là. Donc trouvons le moyen d'arriver ici. Et c'est ainsi que vous le mettez en place, c'est ma dernière page. Vous le mettez en place dans votre activité au quotidien. Faites des petites piqûres de rappel, mais ne prévoyez pas des journées dans la durée. C'est pas comme ça que ça marche. Il faut le vivre dans les activités au quotidien. Ainsi, faites un travail avec l'équipe de management ou le comité de direction. Là, c'est le schéma que j'ai suivi, que ce soit à Maghreb Steel, à SNCF ou à Alstom. Travailler avec Codir pour d'abord en interne avoir cette qualité de confiance, pour développer cette plénitude ou cette wellness de Frédéric Laloux. Il faut avoir cette confiance à l'intérieur de l'équipe pour pouvoir s'ouvrir, pour pouvoir parler, travailler, vivre des choses ensemble. Après, vous pouvez l'ouvrir. On l'a ouvert, cette formation. On a fait venir des personnes extérieures qui en redemandaient par derrière. Et ça a fait un déploiement de manière virale. Et enfin, faites-le en micro-action. Faites-le, prévoyez pas des heures, faites-le pendant 5 minutes, pendant 1 minute. Dites un pourquoi dans la réunion. C'est comme ça que petit à petit les habitudes vont arriver. Vous avez toutes les ressources qui sont disponibles. Je vous invite à poursuivre. Merci à Amine pour ton témoignage. Merci à vous pour votre engagement dans ce partage.